Bonjour, je suis Marc et c'est pour Écran Partagé qu'aujourd'hui je reçois Odile Prouver, une nouvelle intervenante dans mon émission et j'aime interviewer plein de monde qui ont plein de carrières différentes. Et comment vas-tu Odile? Mais ça va bien, Marc. Merci de m'inviter ton émission. Et Odile, je t'ai invité parce que tu as plein de carrières que moi j'arrive pas à les suivre. Tu es professeur, tu es voice talent, tu es... Qu'est-ce qui me manque? Comédienne Et d'action. scénariste en jeux vidéo. Oui, oui, en effet. Alors, déjà, je dirais, on a une seule carrière, en fait, et on a, après, tous ces éléments et toutes les compétences qu'on va chercher à droite à gauche nous permettent de tracer enfin, permettent de façonner notre propre carrière, mais Euh, j'ai qu'une seule vie, donc je peux pas avoir plein de carrières. Mais J'en tu ai enchaînes une qui est plusieurs constituée de beaucoup occupations. d'éléments. Voilà, c'est ça. Mais commençons par les études. Qu'est-ce que tu as fait comme diplôme? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui... Alors en fait, moi, je suis allée chercher des compétences en scénarisation dans une faculté de cinéma, en fait, qui m'a donné vraiment des outils de scénarisation et aussi de game design. Donc j'ai pu aller chercher en fait des compétences à la fois dans la scénarisation cinématographique et aussi dans le game design pour comprendre comment on peut raconter des histoires à travers les mécaniques de jeu. Donc j'ai ça- fait notamment un mémoire de maîtrise là-dessus pour pouvoir comprendre comment faire du narrative design sur cette thématique. Ça, c'est ce que tu voulais faire directement après le bac? T'as fait ton bac en France ou ici? J'ai fait mon bac en France. J'avais fait des études en communication et journalisme. On va dire, j'avais trouvé, il y avait ce côté storytelling que j'avais envie de développer davantage. Et c'est en DESS et en maîtrise que je l'ai peaufiné en fait au Canada, donc Ok. à Montréal. Euh, et en fait, je savais depuis longtemps que je voulais travailler dans l'industrie du jeu. Je savais que je voulais raconter des histoires, mais Tu savais pas comment euh, combiner cela. ouais, c'est ça. C'est que au fur et à mesure du processus que j'ai compris, ah ok, j'ai besoin de cet ingrédient, j'ai besoin de cet ingrédient. Ah, ok. Mais donc, quand t'as vu les diplômes qui existaient à Montréal, ça t'a motivé de faire le déplacement ou t'avais un échange ou t'avais un accord entre des écoles ou des Euh, choses comme ça? j'ai voulu faire le déplacement parce qu'à Montréal, il y a vraiment des écoles spécialisées en jeux vidéo. Bon, à l'époque où je l'ai fait, le cursus à l'UQAT ou vraiment en game design existait, ils étaient peu nombreux. Et les grosses écoles de jeux vidéo n'existaient pas encore. Moi, j'avais été au DESS en game design à l'Université de Montréal. Mais ce que j'aimais, c'est qu'il y avait vraiment, un gros bassin de compétences avec l'industrie qui était disponible à Montréal. Mhm. Et il y avait beaucoup de formations parce qu'il y avait beaucoup de professionnels, en fait, et beaucoup de studios qui étaient là. Donc, c'était pour moi vraiment une plus-value et un intérêt de venir à Montréal parce que je savais que je pourrais apprendre des meilleurs, quelque part. Donc, t'es venu ici, t'as postulé à l'école, t'as fait ton permis d'études. Je parle parce qu'il y a sûrement des Français qui vont nous regarder, qui vont nous demander comment on fait pour venir à Montréal. Ah là là, oui, j'ai appliqué, j'ai demandé un permis d'études, c'est ça, et que j'ai reçu. C'est ça qui m'a permis de partir. Au départ, j'étais seulement là pour un an. Puis en fait, en m'intégrant petit à petit dans l'industrie et en comprenant en fait le processus dans lequel j'étais, bah, j'ai voulu rester. Et du coup, j'ai prolongé mon permis d'études avec d'autres études. Puis après, ça s'est passé par un permis post-diplôme et j'ai travaillé dans l'industrie. Donc après, voilà, je suis devenue maintenant résidente permanente. Mais ça a commencé par un permis d'études, ouais. Ok. Et c'est quoi les jeux qui t'ont donné envie de raconter des histoires dans les autres jeux? Alors moi, il y a deux jeux qui sont assez marquants. C'était pour moi Mass Effect et Brothers, The Tale of Two Sons. Mass Effect parce que je trouvais ça assez magique, le fait de pouvoir se sentir aussi proche de personnages et vivre une aventure avec eux. C'est aussi un des rares jeux à l'époque qui mettait en avant un personnage féminin fort. Donc Même s'il j'aimais n'était pas vraiment sur la couverture. c'est ça, non mais
Moi j'avais une héroïne qui avait sa team. On était dans un vaisseau, dans un univers à la Star Trek, et puis j'allais vivre mes aventures avec ma team. Et puis juste cette expérience-là, m'avait vraiment donné l'envie je sais pas, il y avait quelque chose de très spécial en fait. J'étais vraiment très très immergée très investie dans cet univers-là, pour ces raisons-là. Et Brothers, The Tale of Two Sons, ce que j'ai trouvé magique là-dedans, c'est que avec aucun dialogue, aucune cinématique, un jeu d'à peine 2 heures peut, avec ses contrôles et le mouvement en fait, te faire ressentir l'expérience du deuil. Euh, et en fait, il y a vraiment une communication entre le joueur et le jeu en fait. Et ça m'a vraiment conscientisé sur le fait que un jeu peut t'emmener loin dans la fiction, enfin peut t'emmener dans des thématiques très personnelles, avec son narrative design en fait, sans utiliser des mots. Donc je trouvais ça magique et je voulais apprendre à faire ça. Ouais, je comprends, j'ai joué au jeu, les contrôles sont fabuleux, et c'est juste une seule action, une gâchette pour chacun des frères. Mais j'ai juste peur qu'on ait un peu divulgaché. Mais Ouais, non, non, il faut pas. plus rien. Faut inviter les gens à y jouer. C'est Mais chouette, il est souvent en réduction, toujours disponible partout. Donc, Brothers, Tale of Two Sons, c'est recommandé par Odile. C'est ça, c'est mes recommandations. Puis Boum. juste pour la petite anecdote, tous les ans, donc j'en parle dans les cours que je donne à l'UQAT. Et ce qui est assez fascinant encore, c'est que les gens qui me partagent leur expérience de ce jeu-là, à chaque fois, en fait, viennent confirmer le fait que c'est pas ce qui est touchant dans ce jeu, c'est pas tant l'histoire en elle-même, mais plus l'expérience personnelle que les gens viennent mettre dedans, en fait. Donc ça vient encore montrer, enfin, année après année, à chaque fois que je communique, enfin que je parle de ce jeu avec des étudiants et qu'on partage nos sentiments dessus, je remarque en fait que c'est vraiment le jeu vient dans la sphère personnelle des gens, et c'est pas juste une fiction qu'on a aimée, juste une histoire qu'on a aimée, ça vient nous parler directement à nous en fait. Ok. Et donc, tu viens de dire que tu as enseigné, mais après ton diplôme, c'est la voie que tu as voulu prendre? Tu as voulu enseigner après la maîtrise, ou tu as trouvé un job directement dans l'industrie, ou tu as trouvé ailleurs? J'ai un peu fait mon chemin. Alors, je fais mon chemin à travers différentes portes. En fait, j'ai eu l'occasion donc finalement, mes études en communication m'ont permis de travailler en journalisme, en jeu vidéo, qui était une bonne façon, je pense, de encore plus m'intégrer dans la sphère, enfin, dans l'industrie du jeu vidéo. Ça m'a permis de découvrir un peu quels étaient tous les différents jeux, l'écosystème en fait qui était là. Donc ça a été très instructif. Et à côté de ça, en fait, j'ai travaillé donc toujours dans le storytelling. Je travaillais donc en audio, en jeu vidéo, pour les voix en fait de personnages, et comment on raconte des histoires avec l'audio, en fait, enfin plus avec le voice-over des personnages. Le doublage? Et pardon? C'est le doublage, enfin, voice-over? Ouais, pour du doublage de jeux vidéo en fait. Et à côté de ça, je commençais à enseigner également avec donc ma maîtrise et le développement de l'équipe de l'UQAT notamment. Je commençais à enseigner le narrative design avec d'autres professeurs, et on a démarré tout un programme pour pouvoir diffuser ça davantage, parce que ça n'existait pas, enfin ça existait peu à l'époque. Ok, donc tu as parlé à tout le monde, tu as été curieuse, tu as été voir, et puis tu as commencé à créer un programme pour les futurs étudiants. Alors le programme existait déjà. C'est juste que ils avaient du mal à trouver quelqu'un pour porter le cours de narrative design, parce que personne n'était spécialisé là-dedans. Et je me souviens donc Danny Godin, un des anciens, on va dire la personne qui chapeautait vraiment tout le bac en création de jeux vidéo,
s'est dit, mais dis donc, Odile, tu viens t'es en train t'es dans le processus de terminer ta maîtrise vraiment sur un sujet qui est la chose qu'on veut enseigner en ce moment. Est-ce que ça te dirait qu'on t'aide en fait à créer ce cours et à l'alimenter pour pouvoir en fait enseigner ces éléments-là et sur le plus long terme en fait pouvoir toi-même avec ton expérience sur le terrain pouvoir faire grossir les connaissances que tu vas pouvoir apporter aux étudiants en fait. Donc c'était assez impressionnant au début parce que je sais pas pour vous mais enseigner à des gens qui ont pas un très grand écart d'âge alors que vous n'avez pas 20 ans d'expérience dans l'industrie, c'est très très mais mine de rien c'est comment dire, ce qu'on apprend au fur et à mesure de notre maîtrise ou même le processus que j'avais, le fait d'être journaliste, le fait de faire déjà partie de cette industrie-là, en fait, m'avait apporté des années d'expérience, en fait, que j'avais, sans m'en rendre compte, en fait. Donc j'avais énormément à transmettre à ces étudiants et je pense leur avoir été bénéfique depuis toutes ces années. Ah, ok. Et donc, mais je vais me faire l'avocat du diable pour quelques secondes. Donc, dans le jeu vidéo, c'est pas juste de l'action et de la violence. Il y a moyen de raconter des histoires élaborées dans un jeu, plusieurs jeux dessus. On peut même faire pleurer les joueurs, non pas parce qu'on a tué tout le monde, mais parce qu'au contraire. Parce qu'on raconte des récits qui sont beaucoup plus proches de thématiques de psychologie ou qui sont joyeuses, je veux dire, c'est toujours plus compliqué, je pense, d'explorer des histoires des histoires très complexes comme en cinéma, parce qu'en cinéma on a juste ça, on a l'histoire, voilà. En jeu vidéo, on a un gameplay, on a l'histoire, on a aussi un level design, on a énormément d'éléments en fait à prendre. Plusieurs chemins possibles, on ne sait pas ce que l'utilisateur va faire. Voilà, on a l'interaction du joueur à prendre en compte. Donc en plus, on peut pas juste lui imposer une histoire, il faut aussi lui laisser de l'espace pour qu'il puisse la raconter en fait, son histoire. Oui, il y a énormément d'espace pour raconter pour raconter autre chose que de la violence si on en est encore là dans ce débat. Il y a certaines personnes d'après ma rencontre. C'est sûr que d'un point de vue mécanique, c'est facile d'éliminer des cibles. Donc, puis les genres de jeux qui ont fait l'histoire sont les plus connus, sont assez. Si on parle de Call of Duty, etc. Oui, on a une représentation de la violence énorme, mais bon, on n'oublie pas qu'un des autres jeux les plus vendus juste derrière, c'est FIFA, quoi. Donc. Mais il raconte aussi des histoires dans Call of Duty. Oui, bien sûr. Il y a des histoires où on a des jeux comme Wolfenstein aussi qui parlent d'histoire à travers leur histoire. Mais là, on est dans des jeux assez, pour le coup, qui sont assez difficiles, assez durs en fait. Mais tu sais, tu peux aussi avoir des jeux comme à Montréal, c'est développé Spiritfarer, qui sont des jeux qui ont une thématique très, qui sont beaucoup plus feel good et cute dans leur esthétique et qui vont parler de deuil ou d'Animal Crossing qui sont des jeux dans lesquels on va customiser son chez-soi, créer du lien social, partager des choses et tout ça, et c'est pas du tout à propos de créer des actions violentes. Voilà pour la diversité. Dans Animal Crossing, c'est presque toi qui crée l'histoire ou qui comble les trous qui ne sont pas racontés par le jeu. Oui, c'est ça. Donc ça aussi, c'est un type de narrative design en fait. Dans Animal Crossing, t'as quasiment pas. T'as un récit très très faible. Le récit prescripté qui a été écrit par les scénaristes est vraiment très très faible. C'est plus, on laisse énormément d'espace aux joueurs pour se raconter sa propre histoire en fait. Donc c'est très, on vient accueillir vraiment l'expression du joueur à travers ça. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un design narratif derrière, en fait. Il y a un ordre dans lequel notre évolution, notre arrivée dans le village se passe et il y a différents éléments qui sont prescriptés pour créer de l'intrigue, en fait.
Ça fait quand même partie, même si on le voit moins que dans que dans un Assassin's Creed, dans lequel on a des cinématiques, des dialogues qui vont nous donner toute l'histoire, un élément après l'autre. Là, même si l'histoire est moins palpable, elle est quand même pensée en amont par une équipe qui s'assure que toutes les informations soient livrées au bon endroit pour créer de l'intrigue intéressante. Et j'ai vu dans le cadre de World of Warcraft ou même Animal Crossing qu'il y avait des histoires qui pouvaient se créer entre les joueurs et ils agissent presque comme dans un jeu de rôle à travers le jeu de rôle ou à travers le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est voulu, je suppose, par les développeurs ou c'est un effet euh, En fait, quand tu designs un secondaire. jeu au départ, tu vas définir tes piliers. Donc, tu vas faire aussi une analyse marketing pour savoir où se situe ton jeu. Alors, l'analyse marketing, elle sert pas juste à savoir à qui on va. Enfin, c'est pas juste une question de vendre le jeu, mais c'est plutôt savoir à qui on s'adresse en fait. À partir de là, tu vas te dire, ok, on s'adresse à ce type de joueur dont notre expérience va essayer de leur parler. Donc, on va choisir 3 piliers qui va intéresser ces joueurs-là. Enfin, ça peut être l'un dans l'autre. Hein. Ça peut être soit on définit notre joueur et on identifie l'expérience, soit on identifie l'expérience et ensuite on identifie notre public. Ça peut être dans un sens ou dans un autre. Mais l'idée, c'est que dans les piliers, on va se dire tiens, notre type de joueur, il aime bien l'interaction sociale. On va laisser de la place, on va designer des systèmes qui vont permettre d'avoir une interaction sociale. Il aime bien l'exploration, donc on va faire en sorte que notre monde va être ouvert. Il aime bien le fantasy, enfin le fait de s'immerger dans un monde, de s'évader dans un monde riche en histoire en fait. Ok. Donc, on va concevoir un open world qui a un lore, donc un world building assez fort, dans lequel on va pouvoir, le joueur, s'il creuse, il va pouvoir trouver des éléments intéressants. Et en plus, on va faciliter l'interaction sociale entre les joueurs. Bam, voilà. C'est comme ça que tu conçois ton expérience, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui fait, pour les jeux où on te guide à travers une histoire, qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Est-ce qu'il faut que les contrôles soient au top en même temps que l'audio, que les doublages, ou il faut juste du texte ou... Alors, en jeu vidéo, ce qui va faire une bonne histoire, ou ce qui va faire une bonne histoire d'un jeu, c'est le fait que ton histoire fonctionne avec ton gameplay. Dans le sens où ton gameplay, il a une structure, il force en fait un flow de progression pour ton joueur, et il faut en fait que ton histoire, elle matche ce flow de progression-là, en fait. Sinon, si les deux marchent pas ensemble, ton histoire aura beau être très bonne toute seule, mais si elle est mal communiquée à travers le jeu, ça va mal marcher. Du moins, ton joueur va pas pouvoir y accéder d'une bonne façon, en fait. Il va peut-être pas pouvoir connecter avec les éléments qu'on a construits dans l'histoire. Donc, ça va être une histoire qui, donc, de un, marche de pair avec le gameplay. Peut-être vient renforcer, en fait, dans laquelle le gameplay vient renforcer des éléments qui se passent dans l'histoire, comme, par exemple, tu vas avoir un objectif narratif et ton objectif gameplay, en fait, va venir en fait, être soit la même chose que l'objectif narratif, ou alors il va venir renforcer, en fait, je donne un exemple. Tu as un jeu comme Céleste, dans lequel l'objectif narratif, c'est de gravir une montagne. Parce que la jeune fille, en fait, Madeleine, qui essaie de gravir sa montagne, elle souffre d'anxiété. Donc pour elle, c'est un challenge narratif de pouvoir, un challenge psychologique et narratif pour pouvoir monter sa montagne. Le gameplay, de l'autre côté, il va raconter les actions de cette histoire-là, en fait. Il va créer un challenge auprès du joueur pour que ce soit difficile pour lui aussi de monter la montagne et qu'il puisse, en fait, vivre les mêmes joies, les mêmes peines que le personnage principal, en même temps qu'il a du mal à monter la montagne, en fait. Donc, l'histoire, elle fonctionne bien dans le jeu parce qu'il y a une connexion entre ce qui est en train de vivre le personnage et ce qui est en train de vivre le joueur. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment c'est la meilleure configuration, je dirais, d'un point de vue narrative design. Moi, j'avais juste vu Céleste comme un platformer exigeant et j'avais pas du tout vu l'histoire. Mais après, c'est ça, c'est que faut pas non plus
Les joueurs qui vont aller chercher du sens dans ce à quoi ils jouent vont trouver ce sens-là. C'est sûr qu'après, tu as des joueurs qui sont pas du tout là pour ça, qui sont juste là pour jouer à un platformer et qui vont délaisser l'histoire complètement. Ils vont le speedrunner, ils vont faire tout pour... C'est ça. Mais c'est pas... le jeu offre un certain type d'expérience et après, ça peut être consommé de différentes façons en fonction de ce que vient chercher le joueur, en fait. Mais l'important, c'est qu'il y trouve son compte. Mais Céleste vient s'adresser premièrement à des gens qui cherchent un challenge et un jeu qui a quelque chose à dire. Mais justement, comment on fait quand il y a tellement de perceptions de joueurs différentes pour avoir quelque chose de valide auprès du plus grand nombre? Pour avoir une histoire qui fait du sens pour... Est-ce qu'on rend les dialogues pas skippables? On peut pas... On veut skipper les cutscenes? Est-ce que c'est des choses qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut permettre toutes les perceptions possibles? On veut permettre à tous les gameplays d'exister? Bah, si tu veux être tout à la fois, tu vas être rien, en fait. Si tu veux plaire à personne, si tu veux plaire à tout le monde, tu vas plaire à personne. Si tu vas avoir une expérience trop diluée, c'est comme si tu me disais, je veux, voilà, il y a 8 éléments de motivation qui peuvent convenir à un joueur. Si je mets les 8 éléments, je t'assure que tu vas pas avoir un meilleur jeu, tu vas juste avoir un jeu plus dilué, c'est ça. Donc ça vient par un choix de qu'est-ce qu'est l'expérience et être vraiment clair sur ce qu'est l'expérience. Ton joueur va aller chercher l'expérience qui lui plaît. Si tu lui sers un platformer et que si tu lui vends un platformer et que là, en fait, t'as que du shooter, enfin je sais pas, t'as des séquences de shooter, ton joueur il va te dire mais bon sang, je suis venu chercher un platformer, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une question d'être honnête avec ce que l'expérience du jeu elle est. Et tu as toujours en fait différents layers d'accès, différents niveaux d'accès en fait, d'accessibilité. C'est-à-dire par exemple, il y a un type de récit qu'on glisse beaucoup dans les jeux, notamment les jeux AAA du style Assassin's Creed, BioShock, etc. C'est ce qu'on appelle le récit environnemental. Il y a beaucoup de récits qui va être consommé, auquel le joueur va accéder d'une façon qui ne demande pas d'effort en fait. Ou alors, il y a des informations que tu vas consommer sans effort, mais dans lesquelles, qui sont vouées plus à susciter ton intérêt en fait, à susciter des questions. Et ça va être au joueur d'avoir le choix de creuser ou non en fait. Donc comme ça, tu offres toujours la possibilité au joueur de façonner son expérience. S'il veut aller chercher plus d'informations, on lui donne accès aux informations, mais on ne le force pas à aller voir ces informations. Ok. Comme ça, le joueur qui veut speedrunner son truc ou qui n'est pas là pour ça, il va trouver son compte, et la personne qui va au contraire chercher à s'investir dans l'aspect narratif du jeu va pouvoir aussi avoir un peu de viande. Donc c'est un peu ça comme ça qu'on essaye de balancer l'information narrative. D'accord, mais c'est toujours un équilibre difficile pour savoir qu'est-ce qui... On veut quand même que le jeu plaise à un minimum. Alors sincèrement, je trouve la chose la plus difficile, c'est que des fois, pour une question de cohérence, tu vas te heurter à une information que tu es obligé de donner à ton joueur, et tu te dis zut. Mon expérience m'interdit d'interrompre le flow du joueur. Comment je fais pour que mon joueur ne rate pas cette information-là? Et là tu te heurtes à des problèmes de design. Ouais, je comprends. Mais je vais faire un pont vers ça parce que on en avait parlé dans le Kickstarter, mais donc dans le jeu Turbo Kid sur lequel j'ai travaillé avec Outer Minds, on avait mis ça en avant dans notre vidéo Kickstarter, le fait que notre expérience, donc Turbo Kid, le jeu est un Metroidvania narratif. Dans l'expérience, en fait, on avait l'interdiction d'interrompre le flow du joueur parce que dans un Metroidvania, on veut pouvoir avoir une accessibilité à tous les niveaux, etc. On ne veut pas interrompre la progression gameplay du joueur. Et donc, dans les solutions qu'on avait trouvées, par exemple, on peut le voir dans la vidéo du Kickstarter, en fait, on avait fait en sorte que certains level design, comme on peut le voir dans la vidéo, le level design, en fait, nous fait passer par certains endroits qui nous donnent accès à une information qu'on consomme un peu malgré nous. Et le joueur peut choisir de rester pour consommer l'information et en savoir plus, ou alors de juste traverser à travers le level design et se rendre à l'endroit qu'il voulait, en fait.
Ok. Donc on a fait un petit peu, on a trouvé des méthodes pour faire de l'inception dans la tête du joueur pour qu'il voit des informations et qu'il sache des choses sans se rendre compte en fait qu'on lui a dit. Donc c'était beaucoup de travail. Mais c'est un exemple. Ah, ok. Donc justement, là tu as parlé un peu du fait que tu as travaillé dans l'industrie. Est-ce que Outer Mind c'était ton premier job dans l'industrie? Donc Non, dans une entreprise privée j'avais qui travaille sur le jeu vidéo? en tant que narrative designer, j'avais travaillé avec Cardboard Utopia. On avait travaillé sur des projets qui n'ont pas forcément abouti. Donc c'est ça qui peut être assez, je dirais, déroutant parce que quand l'industrie en fait du jeu, que ce soit en indie ou en AAA, c'est beaucoup de projets qui n'aboutissent pas forcément. Oui, à mon grand regret. Et voilà. C'est ça qui m'a dégoûté de la programmation. Ah. Mais je trouve que ça peut être intéressant parce que ça te donne l'occasion de pitcher beaucoup de jeux. Parce que des fois, quand tu passes 5 ans sur la même licence, bon, t'explores pas grand-chose. Mais quand t'explores, moi j'avais l'occasion de bosser sur 3-4 différents projets d'affilée. Et bon, bah voilà quoi, tu t'explores certains terrains, ok, ça marche pas, on change de projet, on explore un autre terrain, nanana. Donc ça te permet quand même d'accumuler de l'expérience. Mais au fond, en fait, ce qui est compliqué, c'est que si tu cherches à te constituer un portfolio ou à livrer aussi des jeux, hein, tout simplement, tu fais ça pour quand même avoir un produit fini à présenter à un joueur. Ça peut être un peu frustrant en fait, parce que t'es là, t'es comme j'ai rien à présenter, j'ai pas d'interaction avec mes joueurs, c'est plate. Voilà. Ok, mais comment t'as eu le job chez Cardboard Utopia? Tu connaissais déjà les gens? C'était des amis avec lesquels t'avais étudié ou comment doivent faire les personnes qui ont un diplôme et qui doivent trouver ensuite un job? Alors moi c'est un peu particulier parce que c'est ça, on se connaissait à travers l'industrie du jeu. Est-ce que tu as réseauté beaucoup avant, à Ouais, l'époque c'était beaucoup de réseautage et plus de... En fait, sincèrement, ce qui a été comme un gros élément déclencheur, c'était le fait que j'avais un avis sur une question et j'avais étudié un certain type d'informations, en fait. Et un jour, on se parle dans un événement de réseautage et ils réalisent, en fait, eux, ils sont en train de s'interroger sur une question narrative. Et moi, j'avais un avis sur la question parce que j'avais étudié là-dedans. Et ça a forcé l'interaction. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'il y a eu un match, en fait. Ok. Ça, c'est un peu l'histoire de tout et n'importe quoi. C'est toujours la préparation va rencontrer l'opportunité. Il faut que tu sois prêt il faut que tu sois prêt et que tu aies ton bagage en fait de prêt et un jour tu vas rencontrer une opportunité, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de quelqu'un qui sait la chose que tu as préparée, qui a besoin de ton bagage en fait. Donc il faut se rendre disponible, mais ça sert à rien d'aller juste faire du réseautage pour faire du réseautage si tu n'as rien à vendre en fait. C'est bien de se constituer des contacts et de savoir ok qui cherche quoi, mais il faut aussi avoir un bagage à présenter parce que c'est ça en fait, c'est un peu l'offre et la demande. C'est savoir qu'est-ce qu'on a à vendre et savoir à qui aller le présenter en fait. C'est ça l'intérêt du réseautage. Mais ouais, tu peux aussi réseauter pour connaître les besoins et voir et puis ajuster ton offre. C'est ça peut être ça ton objectif de réseautage. Ça peut être ok, je veux apprendre à connaître qui sont ces gens-là. Afin de pouvoir savoir à qui je peux, afin qu'ils sachent que je sache qui existe quand j'aurai quelque chose à présenter, par exemple. Ouais, mais une fois que tu as trouvé le besoin et que c'est ça que tu veux faire, il faut prouver rapidement que tu as les compétences et ça c'est difficile. C'est pas une question de prouver des compétences. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais que, j'ai des anciens étudiants notamment qui cherchaient leur chemin dans l'industrie et puis qui par exemple, qui n'avaient pas encore de compétences à vendre, qui ne savaient pas où aller, ou quoi faire de leur vie, qui n'avaient pas de portfolio, qui se cherchaient un petit peu, en fait. Alors, je dis pas, c'est pas une mauvaise chose d'explorer en allant faire du réseautage, en allant connaître l'industrie. Par contre, ça va pas t'apporter du travail, en fait, de juste aller à des éléments, à des événements de réseautage, en fait, c'est pas juste le fait de connaître du monde qui va te permettre de rentrer quelque part. Il faut aussi que toi, tu saches ce que tu veux faire et où est-ce que tu veux aller pour faire en sorte d'aller rencontrer les bonnes personnes. Parce qu'il faut... cibler. Faut un minimum guider ton chemin pour pas juste attendre que ça te tombe dessus, quoi. Parce que ça
Oui, parce que tout le monde est très occupé par autre chose, ils ont besoin d'un seul besoin à ce moment-là, et ils vont pas te dire ah toi tu peux aussi faire ceci, ou ils vont pas essayer d'arranger. Ben, c'est surtout que si t'as rien de clair à apporter, les contacts que... Enfin, tu sais, parce que si tu te présentes clairement à quelqu'un que tu rencontres dans l'industrie, bonjour, je suis étudiant en game design, je vais graduer dans 2 ans, voici le type de jeu sur lequel j'aimerais travailler, etc. J'aime beaucoup ce que vous faites dans votre boîte. Ok, le game designer, il va se dire, ok, je m'en fous qu'il soit, enfin, pardon, le chef d'entreprise. Mhm. Il va pas se dire ah je m'en fous qu'il ait pas encore terminé son diplôme ou que ses compétences soient pas au top. Il va retenir ok, lui c'est un futur game designer, je vais peut-être le suivre, peut-être qu'il aura quelque chose d'intéressant pour moi quand il va sortir de ses études. C'est bon à savoir si j'ai besoin de quelqu'un comme lui. Là tu as une information claire et tu viens de planter une graine intéressante dans la tête de quelqu'un. Si tu dis bonjour, je sais pas ce que je fais de ma vie, je suis parti je suis dans une école, mais je sais pas encore si je veux faire de la 3D, du game design, des machins chouettes et tout. La personne que tu rencontres, elle va dire ok, je suis ravie de te rencontrer, mais je ne sais pas encore comment on pourrait collaborer en fait. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse si toi non plus tu sais pas ce que tu veux faire donc. C'est ça. Il y a personne qui va te dire bonjour. Ah tiens, toi tu es là devant moi. Tiens, en ce moment on cherche un poste de programmeur. Tu voudrais pas être programmeur par exemple? C'est quand même. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais... D'accord, et donc j'avais une super question, je l'ai oublié, pas grave. Donc t'as fait Cardboard Utopia et puis t'as trouvé d'autres studios au fur et à mesure jusqu'à Outer Minds pour le narrative design. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'était difficile de trouver des studios qui étaient intéressés par le narrative design parce que c'est quelque chose de très récent par rapport à l'histoire des jeux vidéo? Sincèrement, en indie surtout, c'est très difficile parce que tout le monde porte tellement de chapeaux que les gens ont tendance à L'histoire, je pas la sais déjà, c'est bon, j'ai pas besoin. Bah, c'est un peu, enfin, voilà, je pense que tu sais, certains studios indépendants ont déjà du mal à comprendre l'importance d'avoir un producteur dans son équipe. Alors comprendre certains processus en fait, ou du moins c'est sous-estimé. Il faut utiliser le budget aussi. Hein, Il pardon? faut utiliser le budget aussi pour engager Ouais, une personne supplémentaire spécialisée dans l'histoire. c'est ça, donc c'est ça, il y a des questions de budget, tout le monde porte des différentes casquettes et du coup tu as tendance à couper dans tous les postes, donc tu vas pas te dire je vais avoir un game designer spécialisé en narrative design ou un scénariste, je vais peut-être en engager un contrat quand j'aurai des lignes à écrire quoi. Mais du coup ça prend un type de jeu particulier qui veut en fait raconter des histoires. Donc, c'était le cas de Cardboard Utopia, c'était le cas d'Outer Minds, en fait, qui avait un problème de narrative design. Et il a vraiment fallu... Pour moi, je suis pas arrivée, j'ai pas répondu à un poste de « Bonjour, on cherche un programmeur. Bonjour, je suis programmeur. Passez-moi en entrevue. » À chaque poste que j'ai eu, il a fallu que je réinvente la roue, en fait. Que tu t'adaptes à leurs produits, que tu... Bah c'est ça, c'est parce que à chaque fois c'était on a ce problème-là, on sait pas comment le régler, on n'a aucune idée. Ok. Genre on connaît pas ton poste, on connaît pas tes tâches, on connaît pas tes trucs. Du coup, ça a toujours été un travail énorme de moi qui doit travailler avec eux pour qu'on crée mon poste en fait. Donc voilà, ça a été beaucoup de travail en plus. Maintenant, étant donné que c'est beaucoup plus populaire, le métier de narrative designer, et qu'il y a beaucoup plus d'ouverture aussi du point de vue de l'industrie AAA, on voit vraiment mieux quels sont le type de tâches et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, hein, un narrative designer. Donc ça serait beaucoup moins difficile pour quelqu'un qui veut rentrer dans l'industrie maintenant à ce poste-là en fait. Mais s'ils ne connaissent pas le job, comment tu arrives à les convaincre qu'ils ont besoin de toi? En fait, c'est pas, les gens cherchent pas un job. Les gens, comme je te dis, comme j'essaie d'expliquer, les gens ont un problème en fait. Ils ont un problème narratif et ils savent pas comment le résoudre. Donc ils cherchent quelqu'un pour le résoudre, ok. C'est ça. Donc toi, ce que tu vends, c'est une solution en fait. Et t'essayes de, tu peux pas, enfin ça prend après des mois de production hein, de trouver des solutions à leurs problèmes. Mais souvent le problème c'est pas juste j'ai besoin de quelqu'un pour écrire des lignes, c'est
ok, on a une histoire à raconter, mais c'est un roguelite, donc c'est-à-dire que la progression du gameplay, elle est comme ça. On ne sait pas du tout comment écrire une histoire dans cette sphère-là, en fait. Donc c'est vraiment un problème de narrative design enfin, souvent c'est ça. Tu trouves un studio qui veut aller plus loin que de raconter une histoire avec des dialogues, en fait. Ok. D'accord. Donc pareil pour Outer Minds, au fur et à mesure de tes rencontres, tu as rencontré les gens qui avaient un problème à ce moment-là. Des gens qui ont un problème. Il y a eu beaucoup de problèmes Je dans suis leur le vie, médecin de l'industrie. mais un problème pour leurs produits. En fait, c'est un challenge à chaque fois qui vient s'adresser. Puis donc, c'est un peu ça qui m'est arrivé avec Outer Minds. Et donc, ils m'ont proposé de travailler sur un premier projet qui était donc un jeu mobile donc développé avec le YouTuber PewDiePie, parce que eux, ils ont leur je sais pas comment dire ça, mais leur culture d'entreprise ou leur ligne éditoriale de studio de jeux vidéo, c'est de travailler avec des influenceurs, parce qu'il y a justement un des patrons, donc Guise, qui lui-même est influenceur. Donc c'est dans leur nature de travailler dans ce terrain-là. Ah, Donc, ok. donc J'avais pas fait le lien. c'est quoi? J'avais pas fait le lien. Je sais que Guise a sa chaîne YouTube, le jeu c'est sérieux. Et donc j'ai pas fait le lien avec les autres influenceurs comme ça ils connaissaient les autres personnes et cette sphère. Ok. Mais ouais, c'est plutôt malin. Oui, ben oui, c'est ça, c'est vraiment une très bonne. C'est ça, c'est. Dans tout ce que tu fais, dans tous les projets que tu fais, en fait, c'est vraiment mieux de partir de toi, quelle est ta spécialité, quelles sont tes compétences, quel est le terrain que tu maîtrises le mieux, et puis d'adapter ton produit à ça, en fait. C'est ce qui fait la spécialité de leur produit, en tout cas chez Outer Minds, c'est le fait de pouvoir d'avoir cette présence chez les influenceurs, chez Twitch et tout ça. Donc ils exploitent ça beaucoup, et ils ont travaillé notamment avec PewDiePie pour faire différents jeux. Donc moi, je les ai aidés à on va dire, porter l'histoire d'un jeu dans cette licence-là. Et ensuite, ça aboutit vers un jeu donc, qui s'appelle Turbo Kid, qui était donc le jeu vidéo du film Turbo Kid. L'idée, là, c'était d'aller chercher un univers qui était donc d'aller chercher non plus un jeu mobile, mais un jeu vraiment qui sortirait sur toute plateforme. Sur toute plateforme. Je ne vais pas annoncer des choses que je ne sais pas, mais je veux dire. Tu ne travailles plus dessus là, non? Pardon? Tu ne travailles plus dessus sur le jeu? Non, mon contrat s'est terminé, mais j'ai travaillé dessus pendant 3 ans. Ah, waouh! Et Mon Dieu. c'est de ça travail. il y avait beaucoup de choses à faire. Sincèrement, c'était un gros challenge, parce que il fallait donc raconter l'histoire de l'univers de ce film sur un jeu. Dans un jeu, c'est ça, qui est un Metroidvania narratif, comme je le disais. Et donc là, le challenge était différent, parce qu'il fallait trouver des façons de raconter toute l'histoire de l'univers, mais en fonctionnant avec le type de jeu, en fait, le genre de jeu. Donc c'était comme j'expliquais tout à l'heure, plein de solutions à trouver d'un point de vue narrative design, en fait. Plein de challenges. Et donc maintenant, est-ce que tu travailles encore dans le narrative design ou tu fais quoi? Alors maintenant, je travaille encore dans le narrative design, et en tant que scénariste, j'enseigne notamment ça à l'UQAT. Mais j'ai aussi, donc, dans mes différentes compétences, c'est ce que j'essaie de nourrir un petit peu plus en ce moment, c'est que pendant longtemps, j'étais dans la création de personnages et d'histoires, et en ce moment, je suis un peu plus du côté du personnage, en fait, de l'interprétation du personnage. Tu disais au début que je suis aussi voice talent, c'est-à-dire que donc je fais du doublage pour les jeux vidéo, mais aussi je me spécialise de plus en plus dans la motion capture et la création des mouvements de personnages, en fait. Okay. Donc ça passe par le combat, ça passe par l'interprétation des personnages, donc de l'acting, en fait. Mais ça reste du storytelling et du personnage, voilà.
Je pense qu'il va falloir traduire un peu quelques termes qu'on a utilisés. D'accord. Déjà, juste pour rappeler, Metroidvania, c'est les jeux où un personnage acquiert des compétences et ça lui permet de débloquer certaines zones. Et en général, il parcourt un labyrinthe, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. C'est comme un labyrinthe de portes fermées, et puis il faut tout le temps aller trouver la bonne clé pour ouvrir la porte, en fait. Ouais, oh, c'est super bien dit. C'est un peu comme... Un peu comme Zelda aussi. Oui, un peu comme Zelda, un peu comme Metroid, un peu comme Castlevania. comme oui, Castlevania. Et donc, Un peu comme Ori and the Blind Forest, c'est un bon exemple. et donc la motion capture, est-ce que tu veux l'expliquer? Qu'est-ce que c'est? Oui, donc, alors, là j'en arrive plus à... quand on crée un jeu vidéo, donc là on est plus on est plus dans des jeux indépendants, là on va être plus dans des jeux qui ont de l'animation 3D. Comme Assassin's Creed, comme Bioshock, comme Dishonored, je sais pas, c'est les jeux qui me viennent en ce moment comme Resident Evil. Tekken, Soul Calibur. Voilà, name it. Donc en fait, là, quand on va enregistrer les cinématiques de jeux ou pour donner un peu vie à nos personnages, on a des acteurs qui sont enregistrés en fait un peu comme dans des studios de cinéma, et on va enregistrer leurs mouvements avec ce qu'on appelle de la motion capture. C'est, si vous avez déjà vu des images avec des gens qui ont des magnifiques tenues de Teletubbies avec plein de petites boules, et ben voilà, ça c'est de la motion capture, c'est de la capture de mouvement. Et parfois on capture seulement le mouvement des personnages, parfois on va aussi capturer leur voix, et là dans ce cas-là ça devient de la performance capture. Voilà. Donc c'est un métier qui mêle à la fois des acteurs d'action, des acteurs de voix, des acteurs aussi des cascadeurs pour certains combats, certaines cascades qu'on demande à faire à nos personnages. Et c'est un regroupement vraiment de performeurs qui vont faire un seul personnage, comme Lara Croft en fait. On va avoir la voix de quelqu'un, on va avoir les compétences de combat d'une autre personne, et on va avoir la physicalité, l'acting physique de quelqu'un en fait. Parfois il y a aussi la performance du visage qui est capturée. J'ai vu, parfois il y a une tenue avec une caméra devant. Oui, on fait ça beaucoup pour du doublage en fait, notamment du doublage pour que les lèvres collent avec ce qui est prononcé en fait. Donc on va réenregistrer il y a vraiment différents contextes dans lesquels ça peut être fait, mais on peut enregistrer directement les acteurs pour avoir le bon labial pour faire les animations ensuite. Et qu'est-ce qui t'a motivé de passer du narrative design à la motion capture et à voice talent? En fait, il y a toujours quelque chose, je pense, qui se retrouve là-dedans, c'est le mouvement et l'envie de raconter des histoires en fait à travers le mouvement et les actions des personnages. C'est que j'ai envie de dire, le narrative design, c'est déjà comment on utilise les actions en fait d'un joueur ou des personnages pour raconter des histoires. Et être un personnage dans un jeu, c'est aussi performer des actions en fait et donner vie à une scène pour faire vivre des émotions aux joueurs. Donc, enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez connexe. J'écris des scènes, je joue dans des scènes. Il y a une grammaire qui est très très similaire. J'écris des personnages, je joue des personnages, je comprends ce qu'on essaye de ça me donne un regard en fait sur ce qui est sur ce qu'on essaie de créer en fait d'un point de vue jeu vidéo, d'un point de vue pardon. Je veux dire, ça, quand t'écris les scènes, c'est plus facile de comprendre la logique dans laquelle tu te places en tant qu'acteur quand t'es dans un set de mocap ou dans un studio audio. En fait, tu comprends la finalité de ce que tu es en train de faire. Donc, je trouve que c'est vraiment partie du spectre de métier qu'il faut. Mais c'est ça, donc moi je me suis toujours développée en tant que comédienne. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que je fais du théâtre et que j'apprends. Ça a toujours été à côté en fait. Le storytelling, ça a toujours fait partie de moi, si tu veux. Et
j'ai toujours essayé de trouver des façons de l'exprimer. Donc, c'est passé par le narrative design, la scénarisation. Puis là, je suis rendue plus à une étape où j'ai vraiment envie de donner une voix à mes personnages, en fait. Donc c'est une autre manière d'exprimer ta créativité, une autre plateforme pour raconter les histoires et aussi voir quand tu écris une histoire ce que tu vas demander aux autres comédiens et ce que ça implique et te rendre compte Euh, de tout, de l'image totale. c'est un peu ça, en fait. Je suis plus seulement dans l'écriture, mais je suis dans l'action. Et puis il y a... Excuse-moi, je vais juste boire. Parce que... Pas de problème. Expliquer ça demande beaucoup de jus. On va dire que c'est ça, donc écrire, être dans la tête d'un scénariste, c'est intéressant et c'est très organisationnel, je trouve. Alors que quand tu es dans la tête de l'acteur et du personnage, il y a quelque chose de beaucoup plus proche de l'émotion, en fait, que tu vas transmettre à ton joueur. Et il y a vraiment... tu es plus proche, je pense, du lien social que les personnages viennent créer avec ton joueur. Parce que tu viens... c'est ça, tu viens dépeindre un personnage, tu viens interagir avec les autres personnages. Il y a quelque chose de... quand tu es dans un... quand tu es dans un boot audio pour enregistrer, pour doubler un personnage, ou quand tu es dans un set de mocap, il y a juste ton imaginaire en fait qui te fait vivre et tu te dis waouh, j'ai des blocs gris et des gens et il va falloir que je fasse croire que tout ça là c'est une plage. Ok, alors on va jouer ou on va prétendre que ça c'est ça, etc. Donc c'est vraiment de l'imagination pure et tu es en train de le reconstituer pour que le joueur y croit. Quand tu es en train d'enregistrer, quand tu fais du doublage, faut que tu te dises, tu penses à ton personnage et tu dis, ok, là en ce moment, je suis un chef je suis une chef viking et je suis en train de m'adresser à mon équipage et je vais faire croire qu'il y a 50 personnes dans la salle et que là on s'en va mener notre ultime bataille. Enfin, tu sais, il y a comme c'est habité en fait, il se passe quelque chose et c'est vraiment du jeu que tu transmets. Tu essaies de faire croire quelque chose à des joueurs ou à ton public et c'est super. C'est vraiment fascinant comme processus en fait. Tu vis beaucoup de choses Et puis, dans le moment présent et voilà. oui, puis c'est le principe de l'humanité. L'humanité a fait ça depuis toujours, que ce soit en écrivant sur les grottes ou en se racontant des histoires avec des films ou du théâtre. C'est ça, c'est toujours une manière de faire travailler l'imaginaire. Mais c'est ça, et en fait, si je peux préciser quelque chose sur... parce que tu me demandais, t'es passé de l'écriture à Oui. l'interprétation de personnages, d'où ça vient et tout ça. Il y a une chose dont j'aimerais parler quand même, c'est que créer un jeu, c'est vraiment long. Ça prend 2-3 ans de développement pour des petits jeux, 5 bonnes années pour des gros jeux AAA parfois. Et si tu es un créateur qui crée pour connecter avec son audience, ça peut être extrêmement frustrant en fait. Parce que imagine, tu écris des scènes pour un jeu qui vont être animées dans 1 an par l'équipe des artistes. Finalement, peut-être d'ici 2 ans, il y a des acteurs qui vont passer derrière, ça sera modélisé dans le jeu, etc. Et seulement dans 3-4 ans, il y a un joueur qui va y toucher, en fait. Waouh, je peux te dire que ta boucle de rétroaction là, pour savoir si ton travail, pour être satisfait de ton travail ou pour que ton travail fasse un sens, ça prend du temps, quoi. C'est pas très... c'est difficile, je trouve, psychologiquement, de créer des choses qui partent dans les rouages d'une production et t'as pas de rétroaction sur ton travail, t'as l'impression que c'est un peu insignifiant pendant très longtemps. Alors que je trouve que quand tu es là pour donner vie à des personnages, tu vis dans le moment présent et puis tu le vis ton moment en fait. Donc c'est vraiment plus, je trouve, satisfaisant. Ouais. Que
que d'attendre que c'est un autre type d'expérience. Voilà, t'en as une qui est plus court terme et une autre plus long terme. Et puis t'écris une histoire, et puis le jeu met 3-5 ans à être fait, et puis toi tu évolues au fur et à mesure, les choses changent, la situation géopolitique change, et ça peut être ne plus adapté et il faut. L'histoire, est-ce qu'elle est retravaillée constamment dans les jeux, ou même jusqu'à la fin, ou non, enfin pas à la fin quand il y a tous les autres, mais Ouais, je peux pas parler pour toutes les productions, mais oui, définitivement. Et je pense que à partir du moment où tu travailles sur une fiction, tu sais, tu as une idée au début de ce que tu veux raconter. ouais. Et tu penses que c'est ça la solution de ton problème, ou tu penses que c'est ça. Mais en fait, tu réalises que en le retravaillant, enfin qu'au bout de la chaîne, où tu as repris ce truc-là et que tu l'as remis dans tous les sens, tu te rends compte au bout d'un moment que c'est ça que je voulais raconter depuis le début en fait. Mais avant, ça me prenait un paragraphe pour l'expliquer. Maintenant, j'ai 2 mots. Voilà. Oh, ok. Parce que tu as tellement raffiné ton idée que tu es capable de mettre le doigt sur vraiment le noyau en fait. Et... Donc ton histoire est meilleure. Pardon. Oui, et donc même question que tout à l'heure, comment t'as fait pour ouvrir les portes du motion capture et leur dire je suis compétente pour faire ceci, et t'as trouvé des gens avec des problèmes et besoins, qui avaient besoin d'une actrice à ce moment-là? C'est un tout autre cursus en fait. Il faut vraiment que tu fasses des formations c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un autre métier en fait. Il faut que tu évolues en tant qu'acteur et que tu te formes en fait, que tu te formes auprès de ceux qui fassent des performeurs qui font déjà ça, que tu crées toi-même, enfin que tu t'entretiennes tes compétences, que tu crées des démos et que tu te vendes en fait dans cette industrie-là pour répondre à des auditions en fait. C'est pas strictement la même industrie que t'as l'habitude de parler dans le jeu vidéo, ou c'est quoi cette... Bah, c'est pas dépendamment, enfin des fois ça va être l'industrie du jeu qui va chercher du voice-over, donc éventuellement si tu connais des gens dans l'industrie du jeu, tu vas pouvoir aussi vendre tes voice-over. Mais sinon, quand on parle de grosses productions, bah là, ça passe directement par faut avoir un agent, faut parler à un directeur de casting, faut soumettre ton contenu à des gens qui vont. C'est beaucoup plus proche de l'industrie du film, en fait. Mais c'est en commun? Est-ce qu'il y a des entreprises qui envoient les gens vers le film ou vers le jeu vidéo pour les besoins, ou c'est pas commun du tout? C'est Tu veux dire, est-ce que genre, des tu fais un développeurs... casting pour une agence, est-ce qu'elle va t'envoyer sur le jeu vidéo ou le film, ou les deux, ou... Elle va t'envoyer sur les deux. Bien sûr, si tu as une spécialisation en motion capture après et que tu as l'habitude de travailler dans ce terrain-là, c'est sûr que on va t'envoyer plus souvent là-bas qu'une autre personne qui n'est pas intéressée par les jeux vidéo, qui connaît rien en fait, parce que toi, tu as de l'expérience dans ce milieu-là, donc tu vas apporter quelque chose en plus en fait. Mais ils ont aussi besoin de motion capture dans le film pour Oui, images c'est vrai. En interactives. plus, c'est vrai, c'est un milieu qui est de plus en plus. Enfin, il y a énormément de ponts qui se créent en fait. Dans les dernières années, je pense, on pense tous à Avatar, qui est un des summums du cinéma qui utilise la motion capture, mais ça c'est un autre level, un autre niveau. Mais sinon, on a aussi des films comme on avait Battlestar Alita, l'adaptation du manga Gun, qui avait complètement enregistré la prestation du personnage principal en motion capture. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce type-là. On a après, ça va dans les deux sens, hein. Tu t'en vas chez Hideo Kojima, lui il est carrément allé chercher des acteurs de films pour à modéliser dans son jeu en fait. Donc il y a vraiment, tout est possible, et puis c'est deux milieux qui finissent par pas mal se retrouver. Ok. Mais pour les étudiants, pour les personnes qui veulent, je sais pas, par exemple, aller dans le milieu de la motion capture, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés, ou il y a plein de monde qui se dispute pour vouloir faire ce métier? Tu veux dire en tant que performeur, en tant qu'animateur, ok. En tant que performeur, ça prend, comme je le disais, c'est vraiment plus proche du métier d'acteur et de cascadeur. Là, c'est pas des études en jeux vidéo qu'il faut. C'est ça, c'est plus vraiment des écoles de théâtre en fait, par exemple. Donc il faut commencer par cela.
par le théâtre et Ouais. ensuite aller peu à peu vers la motion capture par exemple. Par exemple, ça peut être un bon parcours parce que surtout en théâtre, on va développer beaucoup notre physicalité en fait. Alors qu'en caméra, on a tendance à, on est figé dans un cadre, on a le visage. Et je veux dire, c'est ça. Dans les cursus de théâtre, il y a vraiment beaucoup plus d'emphase qui est mise sur le corps, donc c'est beaucoup plus facile après d'interpréter des personnages en motion capture. Donc oui, ce serait plus ce type de cursus que je recommanderais. Mais est-ce qu'il faut une grande forme physique? Parce que tu as parlé de cascade et de cascadeur, donc pour faire ceci. Bah, à partir du moment où tu fais un métier dans lequel ton corps est ton outil, bon, je devrais pas dire ça parce que techniquement, si on est un humain, si vous êtes un humain, votre outil est votre corps. Donc vous devriez l'entretenir quoi qu'il arrive. Mais c'est encore plus vrai quand on est juste quand on travaille avec sa voix, quand on travaille avec son corps ou c'est ça. Il faut que tu aies une bonne forme physique, que tu prennes, que tu connaisses ton outil en fait et que tu en prennes soin. Donc Ok. c'est pour ça que tu apprends des formations particulières. Mais toi, est-ce que tu as un entraînement physique régulier Ouais, oui. Donc je m'entraîne depuis plusieurs années. Donc comme je disais, depuis j'ai pas compté les années, mais ça fait très longtemps donc que je m'entraîne à côté de la scénarisation, que je m'entraîne en tant qu'actrice en fait, que ce soit en théâtre ou à l'écran. Et aussi, je fais des entraînements physiques particuliers. Donc, ce sont des arts martiaux, ce sont du maniement d'armes en fait pour faire des chorégraphies, du trekking. Enfin bref, toutes les choses qui reposent sur la constitution de chorégraphie et je dirais pas la cascade à proprement parler, mais ça fait partie des éléments de physical acting en fait ou d'action en fait. C'est de l'acting physique qui me permet ça me permet d'aller vers de l'acting physique. Et donc tu arrives à insérer le sport dans ta routine hebdomadaire, d'avoir des sessions réservées à ceci, en plus de professeurs et de différentes... Ça demande beaucoup d'organisation, mais pour quoi que ce soit qu'on veuille réaliser, il faut que tu aies un objectif clair par mois, par exemple, ou dans ton année, ou dans ton mois. Il faut que tu peux pas travailler sur tout le temps. Il faut que chaque mois, en fait, tu aies un objectif d'améliorer une compétence, par exemple. Et dans ta semaine, en fait, tu vas privilégier du temps qui va être plus investi dans telle ou telle sphère. Mais c'est sûr que quand tu as besoin de... Je veux dire, quand tu es écrivain, tu vas avoir une routine d'écriture où tous les jours tu écris un petit peu, où tu gardes ton outil éveillé. Quand tu es performeur physique, tu vas constamment, enfin toutes les semaines, tu as minimum 3 entraînements qui vont te garder, enfin tu as une façon de garder ta forme physique et ton entraînement actif. Donc c'est sûr que plus tu... je veux dire, au niveau vocal aussi, c'est pareil. Il faut que tu aies une certaine routine vocale pour entretenir ton instrument. Donc, bref, j'ai envie de dire, plus tu as de cordes à ton outil, plus tu as de cordes à ton arc, plus tu as d'outils, plus, en fait, c'est exigeant sur la nécessité d'entretenir tout ça. Et tu peux pas pousser davantage chaque compétence. Tu peux pas améliorer chaque compétence chaque mois. Il faut que tu entretiennes ces outils-là et que que peut-être tu ailles chercher une nouvelle compétence ce mois-ci, et puis pendant que tu entretiens les autres, en fait. Donc, c'est comme si tu avais des couleurs sur ta palette qui sont disponibles et tu travailles avec ces couleurs disponibles-là parce que tu les as et t'en prends soin tous les jours. Tu les hydrates un peu pour que la couleur ne se dessèche pas et que tu puisses les utiliser. Et éventuellement, des fois, tu vas pouvoir passer plus de temps à travailler, je sais pas, sur ta voix, ou alors tu vas avoir tel type de contrat qui te demande de gagner cette nouvelle compétence. Donc, tu vas aller la chercher pour ce type de contrat-là. C'est ça en fait la vie d'un performeur, c'est très exigeant en fait, ça te demande de garder tes compétences toujours à jour en fait. Mais c'est pareil dans n'importe quelle industrie aussi, hein. Je veux dire, si on est programmeur et qu'on programme pas pendant des années, c'est sûr que notre instrument là il va être un peu plus
un peu plus lent. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre nos compétences, mais si on ne se garde pas à jour dans nos compétences, ben voilà. Ah oui, je comprends mieux, ok. Et comment tu fais pour... je veux dire, tu te réveilles avec quel mindset? Avec le mindset, j'ai envie d'améliorer cette compétence aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, ou alors j'ai ce but à atteindre et c'est tout le temps, ça ne finit pas, c'est toujours un nouveau but, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ben, en fait, après, ça, c'est des questions d'organisation de sa carrière. Hein. Voilà, tu as différentes façons de faire ça. Tu peux aussi bien aller chercher de l'aide extérieure que organiser ça toi-même. Mais l'idée, c'est d'avoir un plan d'1 an, par exemple, et te dire, voilà, à la fin de l'année, voilà où j'aimerais être dans 5 ans, par exemple. Voilà ce que je vais faire dans les 5... voilà comment je vais occuper mes 5 années. Alors, 5 ans, c'est peut-être énorme, mais... tu peux te dire, voilà ce que j'ai envie d'accomplir cette année. Et voici comment, mois par mois, en fait, je peux dédier du temps ou réaliser des petits objectifs qui vont me permettre de me rapprocher de mon objectif d'ici 1 an, en fait. Donc, c'est une grande organisation mentale. C'est ça, mais c'est pareil pour toute... C'est de l'ambition aussi. C'est ça, c'est une idée sans plan et juste une idée. Un objectif, enfin plutôt une idée qui a un plan devient un objectif. Donc si tu veux aller quelque part et si tu as une ambition de réaliser quelque chose, il n'y a rien qui est impossible, il faut juste que tu t'organises pour l'intégrer dans une routine en fait. Ok, et bon, je suis obligé de poser la question, mais est-ce que ça a été plus difficile parce que tu es une femme de trouver ce job ou ça allait? Est-ce que tu peux définir ces jobs? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça a été plus difficile de prouver que tu pouvais enseigner ou que tu pouvais aider pour le narrative design ou que tu pouvais faire de la motion capture parce que tu es une femme? Ou tu penses pas avoir eu tellement d'embûches ou... C'est surtout pour conseiller aux étudiantes qui vont regarder ceci. Ben, alors là, c'est un sujet très très large hein, qu'on couvrira pas en 5 minutes, mais c'est difficile. Pardon. Ouais. Là, est-ce que les étudiantes ont une chance? Est-ce qu'elles peuvent suivre ton parcours, par exemple? Ben, il faut vraiment que tu crois en toi, en fait, et que tu saches où est-ce que tu veux t'en aller et que tu t'entoures des personnes qui vont t'aider à y aller, en fait. À partir de... Enfin, il y a 12 000 notions... comment dire, qui viennent un petit peu colorer cette question-là et qui peuvent venir entraver ta route dans le sens où peut-être qu'on a moins de représentation féminine dans dans les métiers du jeu vidéo ou dans les métiers de la performance en jeu vidéo. Donc peut-être que ça fait en sorte qu'il y a moins de filles qui vont avoir la confiance d'entamer ce processus-là, etc. Donc il y a déjà énormément d'embûches et d'entraves là-dedans. Je dirais, si on a envie d'aller quelque part, il faut pas... faut pas s'arrêter à cela. Pardon? Faut pas s'arrêter aux idées préconçues, aux impressions. C'est ça, en fait, faut trouver son chemin et trouver... c'est ça, faut pas s'arrêter aux idées préconçues et c'est pas parce que quelqu'un a un chemin particulier qu'il faut forcément l'emprunter. En fait, si on veut quelque chose, il faut comprendre qui on est et c'est quoi nos forces, en fait, c'est quoi nos compétences ou qui fait la spécificité de notre parcours. Et c'est de ça dont il faut se servir pour se créer son propre chemin vers ce qu'on veut obtenir, en fait. Okay. Parce que tu peux pas imiter. Ah tiens donc cette personne a réussi parce qu'elle était journaliste. Bah dis donc je vais être journaliste et puis pouf ça va marcher. Je vais faire la même école, je vais faire la même entreprise. Ouais, je vais faire la même. C'est bien, tu vas être une parfaite copie d'une autre personne qui a trouvé son propre chemin. Voilà, c'est un peu dommage parce que voilà il y a. Il faut comprendre aussi que. En France ça peut peut-être être encore plus difficile d'entendre ça, mais on aime bien mettre tout dans des cases parce que c'est clair, c'est facile à trier d'un point de vue administratif et tout ça, mais la vérité c'est que des carrières artistiques, il n'y a pas une école et c'est bon, j'ai pris la rampe et ça va marcher, quoi. Ça part de toi, en fait. Par essence, si ton travail est artistique, c'est parce que tu as quelque chose à exprimer qui est particulier, en fait. Okay. Donc il faut que tu développes cette chose particulière à exprimer et que tu trouves quels sont les moyens pour toi de le communiquer et que tu entretiennes ces compétences et que tu les développes. Si tu imites les compétences de quelqu'un d'autre et que tu essaies de recréer quelque chose qui n'est pas toi,
tu vas pas t'exprimer, tu vas juste faire de la copie. Donc, c'est Il y a un plein peu de ça chemins que possibles pour arriver à son objectif. C'est quoi? Il y a plein de chemins possibles pour arriver à son objectif. C'est ça. Et l'important, c'est de. Moi, ce que je dirais à des personnes qui. À des jeunes personnes qui sont intéressées par l'industrie du jeu, je leur demanderais. Enfin, je les pousserais à se demander ce qui les intéresse particulièrement en jeu vidéo ou dans cette industrie-là. Qu'est-ce qui les touche? Est-ce que c'est les designs des personnages? Est-ce que c'est l'aspect graphique? Est-ce que c'est le gameplay? Est-ce que c'est l'aspect ce qu'ils partagent avec les personnages? Est-ce que c'est l'histoire? Enfin, être vraiment à identifier vraiment ce qu'ils aiment en jeu vidéo pour comprendre comment cheminer vers ce qu'ils aiment vraiment, ce qui les anime et ce qui les motive en fait. Waouh, ok. Est-ce qu'il y avait un autre talent, une autre profession que tu pratiques et dont on n'a pas encore parlé? Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, ça te fait plus que 40 heures là, je sais pas, de combiner tout ça par semaine. Bah, tu fais pas tout ça en une semaine, c'est ça ce que je disais, c'est que t'as Tu ces cumules au fur et outils-là. à mesure en fonction des disponibilités de chaque et des besoins Mais de en chaque. fait, c'est en fonction des projets sur lesquels tu travailles. Donc, c'est plus ton projet qui va organiser un peu, qui va établir tes priorités. Donc, tu peux, je veux dire, c'est comme je disais, t'as des outils en fait et tu vas les mettre plus ou moins en avant dépendamment de ce que tu es en train de développer. Est-ce que tu es en train de travailler sur un projet personnel qui te demande d'écrire une histoire et puis mais que tu as besoin d'interpréter et qui te demande certaines compétences en combat, bah ok, tu vas développer les compétences en combat. Si au contraire, tu es sur un projet qui te demande davantage aller chercher un certain registre de voix et tout ça, tu vas mettre beaucoup plus d'attention sur ce que requiert ton personnage. Si tu développes enfin, t'écris pour un jeu qui demande un certain type de réflexion sur du narrative design et tout ça, bah, tu vas pareil, tu vas te plonger dans cette thématique, tu vas te plonger dans le problème, tu vas aller chercher les outils qui sont nécessaires à ça. Donc c'est vraiment tu deviens un peu un spécialiste aussi des projets sur lesquels tu travailles, mine de rien, parce que tu passes beaucoup de temps à étudier une certaine question. Donc, c'est les projets qui vont établir tes priorités, je pense. Ok. Et si tu veux travailler sur un certain type de projet, il faut que toi-même, tu établisses tes priorités pour développer les compétences qui vont te permettre de travailler sur ce type de projet. Bon, en tout cas, c'est très inspirant tout ça, mon Dieu. C'est fou, c'est génial tout ce que tu as accompli, en tout cas, bravo. Et bravo pour avoir ouvert toutes ces portes. Et j'ai vu que tu avais fait des bandes de démos vidéo avec des chorégraphies, des arts martiaux. C'est vraiment très impressionnant. Merci. Mais c'est ça, je trouve que... Est-ce que tu prends parfois le temps d'apprécier tout ce que tu as accompli jusque-là? Ah non, on se dit tout le temps, ah c'est jamais assez, ah faut que ça aille plus vite, ah. Mais bah, merci énormément de me dire ça. C'est vrai qu'on prend jamais assez le temps en fait et c'est Tu célèbres, je sais pas, tel ou tel accomplissement ou... Mais c'est ça, c'est un peu ce que je disais sur le fait que c'est difficile quand tu t'écris pour un jeu et que le jeu ne sort que qu'en plusieurs années. Ouais. C'est le problème de cette courbe de motivation, en fait, de cette boucle de motivation. C'est le fait que tu prends pas le temps de célébrer le quotidien, en fait. Et quand tu es dans un métier, ce qui compte, c'est pas le produit livré, en fait. C'est tous les jours ce que tu fais. C'est ce que tu vis avec ton équipe tous les jours ou c'est ce que tu es en train de faire tous les jours qui compte en fait et qui devrait être célébré et non pas l'attente de ce jeu qui sort dans 4 ans qu'on va célébrer parce que tout n'est qu'une longue route pénible en attendant. Enfin, c'est pas comme ça que tu vas réussir dans ton projet en fait, c'est parce que tu vas t'épuiser. Mm-hmm. Et puis là même pour écran partagé, quand je sors, je rencontre les gens, ils me disent waouh, bravo, tu as fait ceci, cela. Moi, je suis tout le temps la tête dans le guidon. Faut que je fasse ceci, cela et cela. Il faut augmenter ceci, cela. C'est infernal, mais heureusement, on me ramène sur Terre et puis on m'invite à célébrer tel ou tel accomplissement.
Mais c'est ça, tu sais, quand je disais aussi, il faut se faire des objectifs de ce que tu as envie d'avoir accompli dans un an, parce que ça te permet d'arriver à la date que tu t'es fixée et puis de te regarder en arrière et de dire, wow, la personne que j'étais l'année dernière, c'est pas la même qu'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est comme ça que tu peux vraiment trouver de la satisfaction dans ce que tu fais, dans ton travail artistique, parce que tu te dis, waouh, je suis pas en train de me comparer par rapport aux meilleurs de l'industrie qui ont un processus qui est une vie complètement différente de la mienne, avec des contraintes que je comprends même pas. Tu peux juste te comparer par rapport à toi-même, en fait. Donc, c'est là où tu vas puiser ta motivation et te dire, waouh, je me sens progresser, c'est génial, je me rapproche d'un truc que j'ai envie de faire, où j'ai l'impression que j'évolue, enfin je me sens évoluer dans une bonne direction, et c'est comme ça que tu te gardes, que tu trouves de la satisfaction dans ce que tu fais et que tu restes motivé, en fait. Est-ce que si les gens veulent suivre ton travail, est-ce qu'il y a un réseau social, il y a quelque chose sur lequel ils peuvent te suivre, ou tu travailles undercover? Je travaille undercover. Je suis assez active sur Instagram. En fait, je partage beaucoup les entraînements que je fais, les projets sur lesquels je travaille et tout ça. C'est une plateforme qui permet beaucoup aussi de partager des images. Donc, je suis active sur Instagram, niveau réseau social. C'est quoi le ID pour te rejoindre? C'est Odile Prover. Ok, je mettrai le lien. Compliqué. Voilà, donc c'est pas de pseudo Dark Warrior 67 ou je sais pas. Non, au contraire, c'est mieux qu'on puisse te trouver avec un nom simple. Voilà, donc éventuellement, c'est ça, c'est des choses que je pourrais annoncer dessus quand certains projets sortiront, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un conseil ou un jeu à recommander pour nos éditeurs pour conclure? Je peux pas dire aux gens d'aller jouer à Stray, ce serait vraiment... non, pas bien. Non, si, mais j'allais dire c'est pas assez poussé d'un point de vue narrative design pour... Ah ok, mais si toi tu l'aimes et que tu l'apprécies en ce moment, tu peux le recommander aussi. Oui, je peux le recommander, mais c'est pas... En fait, non, si je devais conclure sur quelque chose, je dirais, surtout peut-être pour refaire un lien avec ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent se lancer dans l'industrie mais qui savent pas, ou qui veulent accomplir des objectifs artistiques et qui savent pas encore comment, je leur dirais, ou qui pensent que c'est pas pour eux. Parce que c'est forcément pour les autres. C'est trop exigeant, ou je suis pas assez grand, je suis pas assez petit, je sais pas. Je leur dirais que tous les artistes qu'ils admirent aujourd'hui sont sans doute des gens qui étaient assis comme eux derrière un ordinateur ou derrière un téléphone, et qui viennent de très loin et qui ont commencé par des petites étapes qui les ont menés loin. Donc, faut pas se limiter dans la vie en se disant c'est pour les autres et c'est pas pour moi. Il faut au contraire aller se tourner vers les gens qui vont nous aider. En fait, il faut aller trouver des mentors qui font en ce moment ce qu'on a envie de faire, pour leur demander comment je peux faire pour moi aussi travailler dans ce que tu fais, en fait. N'hésitez pas à aller demander de l'aide de ces personnes-là, ou à juste exprimer, à manifester votre intérêt pour ce qu'ils font. Des fois, vous allez tomber sur des gens qui n'ont pas envie de vous parler, mais oui, ça arrive. c'est ça, mais il ne faut pas se limiter à ça. Faut trouver... Il y a forcément une personne qui fait le métier que vous faites, qui sera contente, le métier que vous voulez faire, pardon, qui sera contente de vous répondre, en fait, ou d'avoir quelqu'un qui a envie d'apprendre, en fait, ou d'avoir des conseils. Voilà. En tout cas, Odile Prover, merci beaucoup pour ton temps, tes conseils, ton énergie. Ça fait très plaisir. Merci à toi, Marc. Ça fait vraiment plaisir pour tes questions et ton intérêt. C'était maladroit aujourd'hui, voilà. Je sais, mais tu m'as... tu as bien redressé, tu as donné tout le matériel qu'il fallait pour les étudiants. Bon, parfait. Et bravo encore pour tes succès. Merci, bravo à toi aussi pour ton succès, Marc. On a tous nos projets. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et bonne journée. Merci.